Ouais, je peux y aller. Donc, effectivement, je vais faire une petite introduction à la discussion de ce soir, donc qui va concerner, donc c'est sur le sujet, les réfugiés sont les bienvenus. Donc, je ne vais pas être le seul à faire l'introduction. Donc, Pascal va compléter mes propos avec notamment ce qui se passe actuellement en Autriche et en Allemagne. Donc, moi-même, je ne suis pas l'expert de la question. Il se trouve que je lutte depuis quelque temps donc effectivement, que je suis présent dans certaines luttes des sans-papes et que je suis réfugié moi-même. Donc effectivement, davantage peut-être sensible à cette question-là, sachant que j'étais à la place de ces gens il y a une dizaine, plutôt une quinzaine d'années en arrière maintenant. Je ne compte pas parler de mon expérience personnelle, même si j'en parlais. Donc effectivement, je suppose que vous trouviez tout ça bien dégueulasse de ce qui s'est passé sur la route, de ce qui s'est passé à l'arrivée en France. Mais croyez-moi, ça ne serait même pas 10% de ce que ces gens qu'on voit à la télé, qui font ces foules qui arrivent par les balcons, dans les bateaux par la Méditerranée, c'est même pas 10% de ce qu'ils vivent eux. Donc, et il y aura beaucoup de questions de déroute en fait, des chemins que les gens empruntent pour arriver donc en Europe. Considérant l'Europe comme un lieu sûr. Parce qu'en général, pour beaucoup de ces gens-là, beaucoup de ces personnes, donc ils fuient donc les régions qui sont en conflit, les guerres. D'autre manière, les migrations sont permanentes. Et le volume augmente dès qu'il y a des nouveaux conflits armés. On peut regarder les chiffres des demandeurs d'asile. Dès qu'il y a un conflit armé à proximité, au sein de l'Europe ou à proximité de l'Europe ou même un peu plus loin, donc effectivement, les demandes d'asile augmentent. Donc il ne faut pas oublier non plus des crises politiques sans qu'il y ait des conflits armés, mais qui mènent à des persécutions politiques, mais aussi des crises économiques, écologiques, la famine, etc. On estime aujourd'hui le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde à environ 60 millions de personnes, dont la grande majorité se trouve dans leur pays d'origine et dans des pays limitrophes. Donc effectivement, lorsqu'on nous parle aujourd'hui que la France va accueillir 24 000 personnes ou l'Europe dans son intégralité 120 000 réfugiés, quand on compare ça à 60 millions de réfugiés et de déplacés dans le monde, ça peut nous faire rire si ce n'était pas déjà à l'origine très très triste. Donc une partie de ces personnes cherchent le refuge en Europe, en Union européenne, dans les pays de l'Union européenne. Donc après, d'année en année, ce chiffre varie. Hein. Ça peut aller de 100, 150 000 personnes par an jusqu'à 400, 500 000, voire 1 million de personnes par an. Et c'est encore une fois en fonction des conflits, en fonction des crises dans le monde qui effectivement poussent les gens à migrer, à se réfugier. Il n'est pas étonnant, de fait, donc qu'on parle aujourd'hui surtout des réfugiés syriens, mais aussi des réfugiés irakiens, parce que c'est en Syrie que la guerre fait rage depuis 2011. Donc effectivement, pour ces gens-là qui sont pris un petit peu en étau entre la dictature d'Al-Assad, les fondamentalistes religieux, les nationalistes de tous bords, il y a déjà 4 millions de personnes depuis 2011 qui ont quitté la Syrie pour aller trouver refuge, surtout en Turquie. Il y a à peu près 2 millions de réfugiés en Turquie. Il y a à peu près 200 000 personnes qui ne sont pas enregistrées. On estime à 200 000 personnes des réfugiés pas enregistrés. Il y a à peu près 1 million de personnes en Jordanie et 1 million au Liban. Donc on peut, le Liban c'est un tout petit pays avec, si je ne me trompe pas, 5 millions d'habitants, même pas. Donc un habitant sur 5 est un réfugié. Sur ces 4 millions de réfugiés, il y a 236 000, donc même pas 6%, qui ont demandé l'asile en Europe depuis 2011. Qui ont demandé l'asile. Cet asile n'était pas à chaque fois accepté. Il faut le savoir. Et une partie, à nouveau, près de 200 000 personnes, on estime 200 000 personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année en Europe ou qui sont sur la route.
donc sont arrivés de Turquie et donc ils sont réfugiés maintenant plus loin, donc se mettre à l'abri dans les pays sûrs, tout simplement parce que la région dans laquelle ils étaient réfugiés, donc ces régions de Turquie, sont à leur tour un petit peu pris dans un tournant, étant donné que les hostilités entre l'armée et la police, le gouvernement turc et le PKK ont recommencé. Les routes qui mènent vers l'Union européenne sont multiples. Hein. Pendant longtemps, les réfugiés d'Afrique donc passaient par l'Espagne. Donc les politiques, c'est toujours utilisé. Il y a même des réfugiés syriens qui passent donc effectivement tout le Maghreb, tout le nord d'Afrique pour arriver donc effectivement pour entrer en Europe par Espagne. Mais les politiques répressives de l'Union européenne, mais aussi les accords avec des pays du Maghreb, etc., ont fait que cette voie a été légèrement abandonnée au profit de la Libye, déjà sous le régime de Kadhafi. Qui fournissait une voie plus ou moins libre pour des réfugiés embarqués vers l'Italie. De toute manière, les passeurs aussi pouvaient travailler plus tranquillement. C'était aussi une monnaie d'échange pour le régime du Kadhafi dans les différentes négociations avec l'Union européenne. Il se rendait un peu indispensable dans la mise en place des politiques anti-migratoires européennes. Après le départ de Kadhafi et le chaos politique dans le pays, il n'était pas possible pour l'Union européenne de mettre en place les mêmes transactions. Et ça a été confirmé de toute manière, l'Union européenne l'a avoué lorsqu'ils avaient fait leur sommet au début de l'année, pas au début de l'année, au printemps. Et donc effectivement, il y a toujours des embarcations qui partent de Libye vers les îles italiennes, vers l'Italie tout court. Et le nombre d'embarcations a augmenté, mais aussi le nombre de morts. On estime à près de 25 000 morts enregistrés depuis 10 ans dans la Méditerranée. Ce qui, pour moi, ce sont des chiffres officiels et je pense malheureusement qu'ils sont sous-estimés car juste pour le mois d'août 2015, donc le mois dernier, il y avait 3 000 morts asphyxiés ou noyés parmi les réfugiés qui voulaient traverser la Méditerranée pour arriver en Italie. La population venant de l'Est de l'Europe et de l'Asie avait et a toujours tendance à passer via l'Ukraine, beaucoup moins l'Ukraine en ce moment, mais la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Et finalement, il y a des routes des Balkans, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui sont, ce schéma est actif depuis des décennies. Hein. Ils sont sous les projecteurs dernièrement en raison de la crise humanitaire, l'accumulation des réfugiés, notamment en Serbie. Déjà récemment, fin 2014, début 2015, ce sont près de 300 000 Kosovars qui ont quitté Kosovo, fouillant la crise politique et économique, ainsi que la corruption et la persécution politique dans ce petit pays. Pour mémoire, entre 2000 et 2010, il y a eu près de 10 000 assassinats politiques dans ce pays, que l'OFPRA veut absolument classer comme pays stable et sûr. Pour mémoire aussi, entre 2000 et 2010, l'administrateur du Kosovo était Bernard Kouchner, ancien ministre français. Une partie de ces réfugiés est restée en Serbie, mais la majorité a poursuivi sa route via la Hongrie, vers l'Autriche et l'Allemagne en particulier. C'est à ce moment-là où le gouvernement hongrois parle pour la première fois de la possibilité d'un mur anti-migratoire sur la frontière avec la Serbie. De son côté, l'Union européenne a poussé la Serbie à modifier sa loi d'asile, droit d'asile, afin de pouvoir enregistrer tous les migrants illégaux, comme ils les appellent, sur son territoire et de fait renforcer ses contrôles sur la frontière sud avec Kosovo. Et connaissant la situation très tendue entre deux pays, on ne peut pas dire que l'Union européenne est de ce fait, comment je dirais, aidée à arranger la situation. C'est exactement la même chose qui est arrivée à la Macédoine mi-août 2015, donc il y a un mois à peine. Cette fois, il ne s'agissait pas des réfugiés du Kosovo qui débarquaient directement en Serbie, mais bien des réfugiés du Moyen-Orient qui devaient d'abord passer de Turquie par la Grèce et la Macédoine en Serbie et passer la frontière hongroise pour atteindre le sol de l'Union européenne. Donc j'espère que vous avez vos cartes devant vous, hein, et que vous êtes super fort en géographie, mais voilà. Ça a rendu la route des réfugiés encore plus difficile. Sur les îles grecques, notamment Lesbos et Kos, les plus proches des côtes turques, la situation a été difficile déjà depuis le printemps 2015 pour s'empirer courant été. Juste pour l'île de Lesbos, on compte aujourd'hui près de 15 000 réfugiés sur place et ils arrivent tous les jours. Courant juin,
Les autorités grecques voulaient toujours contenir l'afflux des réfugiés, alimenter leurs camps de rétention, ne laisser passer que celles et ceux enregistrés répondant aux critères européens, etc. Mais vu le nombre de réfugiés, la police grecque s'est retrouvée débordée. Et il est évident que la Grèce devait laisser passer un bon nombre. De toute manière, les réfugiés arrivant en Grèce préféraient effectivement éviter les contrôles et enregistrements en Grèce et continuer la route parce que s'enregistrer en Grèce, ça veut dire être dans l'obligation de demander l'asile en Grèce. C'est les fameux dispositifs Dublin qui obligent une personne qui arrive en Union européenne de demander l'asile dans le pays où il se trouve. Ou sinon, si effectivement il passe en Allemagne, en France, etc., il se voit renvoyé en Grèce ou en Hongrie donc pour leur démarche. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup qui ont continué la route sans être enregistrés. Pour l'Union européenne, c'est très important d'enregistrer les gens qui entrent. Donc la Grèce essaie de se décharger de ce problème administratif sur la Macédoine, mais dont la législation, comme celle de Serbie quelques mois auparavant, n'était pas conforme aux normes européennes. Donc sous la pression de l'Union européenne, le 15 juin, la Macédoine a réformé sa loi sur le droit d'asile et s'est engagée à maintenir la vague des réfugiés à sa frontière, enregistrer et ficher tout le monde et laisser passer que celles et ceux correspondant aux critères de réfugiés fixés par l'Union européenne. Début août, les frontières sont fermées, d'importants dispositifs policiers et militaires sont dépêchés sur place. Après avoir traversé les matraques de la police grecque, donc les réfugiés cette fois se heurtent cette fois-ci aux unités spéciales anti-émeutes, les matraques et le gaz lacrymo de la police et l'armée macédonienne. Donc tout le monde a vu les images et les vidéos, notamment du week-end du 21 au 23 août, donc il serait inutile de revenir là-dessus. Actuellement, vu la situation sur les îles grecques, entre les actions humanitaires et solidaires d'un côté et la répression parfois très violente de la police grecque de l'autre, on peut de toute évidence s'attendre à un nouvel épisode rappelant celui du mois d'août à la frontière entre la Grèce et la Macédoine très prochainement. Ce qui s'est passé à la frontière entre la Grèce et la Macédoine aurait pu être bien pire s'il n'y avait pas de présence des ONG macédoniennes, des personnes solidaires mobilisées pour aider les réfugiés. Cette aide allait de simple présence en tant que témoin de la brutalité policière qui était parfois suffisante pour empêcher cette brutalité. C'est pour ça que ces présences-là sont super utiles, via la fourniture de la nourriture, de l'eau et des médicaments, jusqu'au transport organisé par des particuliers pour aider les réfugiés à atteindre le plus rapidement possible le nord de Macédoine et donc la frontière avec la Serbie. Les personnes solidaires, mais aussi les réfugiés, savent qu'en Serbie, ils ont un peu de repos. En effet, la frontière de la Serbie est ouverte. Les camps avec des tentes, des cuisines, des dispensaires médicaux, etc. se trouvent immédiatement après la frontière. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est déjà mieux et mieux organisé et uniquement par les ONG humanitaires, les associations locales et des activistes, on va dire, particuliers. Et donc la présence de ces gens est bien plus importante que la présence policière et ça assure un peu plus pour les gens qui, en quittant la Turquie, n'ont vu que des matraques des flics jusqu'à la frontière serbe. Effectivement, ça assure un petit peu. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on retrouve cette situation-là en Serbie. Déjà, il y avait une mobilisation de la population qui était présente dès le départ. Il y avait aussi une volonté du gouvernement serbe de monter un petit peu, qui est très nationaliste d'ailleurs, mais de montrer un petit peu le doigt d'honneur à l'Union européenne et donc effectivement montrer un autre visage de Serbie. Mais au-delà de tout ça, les questions politiques, les raisons politiques du gouvernement serbe, c'est surtout les associations locales qui ont pris les choses en main, c'est surtout la population qui a pris les choses en main. Et pourquoi? Parce qu'en Serbie aussi, un habitant sur 10, c'est un réfugié, où il était. Étant donné que beaucoup de réfugiés sont réfugiés en Serbie, de Croatie, de Bosnie, de Kosovo, donc les chiffres vont de 600 000 à 1 million de réfugiés en 15 ans, 20 ans. Donc effectivement, c'est la population qui a senti récemment donc effectivement ce que ça veut dire d'être réfugié. Une fois arrivés en Serbie, donc les réfugiés continuent leur route, surtout en train, jusqu'à Belgrade, avant de poursuivre vers la région de Vojvodine, donc qui est au nord de Serbie, et la frontière hongroise.
Donc la construction du mur côté hongrois, mais aussi le comportement de l'Union européenne a renforcé la détermination d'une partie de la population en Serbie d'aider les réfugiés. Je cherche mes notes, hein, vous inquiétez pas, je suis toujours là. Donc on estime à peu près à 100 000 réfugiés qui sont entrés sur le territoire serbe. Donc il y a une bonne partie qui a réussi à traverser, donc de passer en Hongrie, où effectivement on connaît très bien le gouvernement. On écrit pas mal du gouvernement hongrois et ce qui se passe en Hongrie. Et, enfin, il est inutile de revenir là-dessus, mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que même en Hongrie, il y a une forte mobilisation de la société civile qui est solidaire des réfugiés. Donc il y a des gens qui ont aidé les réfugiés à passer la frontière, il y a des gens qui aident les réfugiés à s'enfuir des camps de rétention, il y a des gens qui sont postés dans les gares à Budapest, donc effectivement avec donc dispositif médical, avec la nourriture, avec l'eau, avec ce qu'il faut pour les enfants au bas âge, parce qu'il y a beaucoup de familles avec les enfants au bas âge. Donc effectivement pour aider les réfugiés, ainsi que tout plein de points, des petits points sous la route entre Budapest et la frontière autrichienne, donc pour aider les convois de réfugiés, donc avec la nourriture, l'eau, etc. Donc il y a une forte mobilisation, on n'en parle pas beaucoup, on parle surtout du gouvernement hongrois qui est effectivement super anti-immigration, ça va même au-delà, il a relancé, donc Orban donc le Premier ministre a relancé donc le débat sur la question de l'identité européenne, notamment chrétienne. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas de réfugiés musulmans chez lui, mais il n'était pas le seul à le dire. République en Slovaquie et en République tchèque, les premiers ministres de Slovaquie et de République tchèque ont tenu le même discours. Récemment, en France, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, le maire de Roanne a eu le même discours, donc effectivement il ne veut pas de réfugiés. Donc il y a à nouveau derrière donc la crise humanitaire des réfugiés, il y a un débat sur l'identité, cette fameuse identité chrétienne européenne qui est relancée, qui est démontable en 2 minutes, mais qui est quand même relancée. Et il joue beaucoup là-dessus. Donc les réfugiés continuent à passer la frontière et arriver en Hongrie, mais c'est plus difficile et donc ils sont obligés d'utiliser tous les moyens. C'est pour ça qu'ils se retrouvent entassés dans les camions et on a découvert, donc c'était même pas 10 jours, un camion avec 71 personnes qui sont mortes sur place, dedans, dont 3 enfants. 2 jours plus tard, il y a un autre camion qui était intercepté où il y avait 36 personnes, dont 3 enfants qui étaient effectivement entre la vie et la mort. Donc ils se retrouvent dans des situations vraiment super difficiles. Donc, depuis la photo du cadavre de petit Aylan qui est mort noyé, ça a changé un petit peu, on va dire, la donne, au moins en ce qui concerne les institutions. Donc il y avait ce sommet qui était demandé, que Juncker a refusé plusieurs fois en disant, de toute manière, ce qu'il faut faire en premier, c'est établir une liste des pays sûrs où on peut immédiatement renvoyer les migrants avant de parler des quotas. Apparemment, l'histoire de quotas est passée. Donc, depuis hier, la France s'est engagée à accueillir 24 000 personnes sur 2 ans. Je pense pour l'Allemagne, c'est 36 000. En tout, pour l'Union européenne, c'est 120 000 personnes qui doivent être accueillies, enfin qui sont déjà sur place, quelque part, sachant que seulement le week-end dernier, il y a 20 000 personnes qui sont entrées en Allemagne. Donc voilà. Ne faut pas oublier que la France s'est déjà engagée il y a quelques mois, au début de l'année, à accueillir 9 000 Syriens. Qui ne sont jamais arrivés d'ailleurs. Donc sur ces 9 000 Syriens, il y avait peut-être 500 ou 600 personnes qui étaient effectivement accueillies, qui ont eu la possibilité de demander l'asile en France. Donc maintenant, il faut voir ce qu'il y aura de ces promesses, même si 24 000, ce n'est pas suffisant, même si c'était 240 000, ce n'est pas suffisant.
Pascal va parler tout à l'heure comment la société civile réagit en Allemagne, mais lorsqu'on brandit la banderole bienvenue aux réfugiés, on se demande, on ne dit pas bienvenue à 24 000 réfugiés ou bienvenue à 240 000 réfugiés, on dit bienvenue aux réfugiés. Il se trouve que même parmi les demandeurs d'asile, et surtout la Syrie où la situation est super claire, donc il y a un conflit depuis 2011 là-bas, il y avait 200 000 morts, des millions de réfugiés, en fait, il n'y a que 96%, c'est déjà énorme, mais il y a 96%, donc il y a 4% de personnes qui n'obtiennent pas l'asile. Donc j'aurais bien aimé que l'OFPRA m'explique comment ça se fait que des Syriens n'arrivent pas à obtenir l'asile, mais ça montre bien que être réfugié pour l'État français, ça ne va pas de soi. Ça se voit très bien aussi avec la population qui vient d'Érythrée, où la situation est très compliquée, on peut en parler si vous voulez, mais dans tous les cas, aujourd'hui, en France, il n'y a que 17% d'Érythréens qui obtiennent donc le statut de réfugié politique. C'est pour ça qu'ils préfèrent aller en Angleterre, étant donné que là-bas, ça frôle plutôt 90%, ou Suède, où c'est 100%. Et quand on regarde effectivement un peu les chiffres, même si je n'aime pas trop, mais parfois on est bien obligé pour se situer, la moyenne d'obtention de l'asile en France, après le recours, hein, je parle même pas de la première demande, je parle après le recours, hein, donc deuxième demande, est d'à peu près 14,5%. La moyenne dans d'autres pays européens est aux alentours de 40%. Donc il y a un petit souci en France par rapport à ça. Donc il y a des règles qui se sont super endurcies. Et donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas encore quelques jours, il y a 2 semaines, il y a carrément un Afghan qui était renvoyé vers Afghanistan parce qu'on ne lui a pas accordé le statut de réfugié. Afghanistan est en guerre depuis 30 ans. Et je ne vois pas ce que les gens peuvent apporter comme preuve qu'ils risquent leur vie là-bas, ce qui est de toute manière une évidence. Et cette question de preuves et de documents, ça y joue beaucoup aussi aujourd'hui. Parce que quand on regarde et quand on écoute un petit peu les témoignages des réfugiés, tout le monde, c'est pas des, on va dire, s'ils ne sont pas préparés du jour au lendemain pour quitter leur pays, leurs amis, leur famille, etc., et aller vivre ailleurs. Et pour le peu de choses qu'ils avaient sur eux, ils l'ont forcément perdu sur la route, où ils sont débarrassés pour pouvoir avancer plus facilement. Voilà. Donc, une fois arrivés dans les pays de l'Union européenne, donc effectivement, il faut fournir les preuves qu'on vient bien d'un conflit, d'une zone où il y a un conflit armé. Et encore, il faut que ce soit un conflit armé selon la définition des États de l'Union européenne, donc effectivement, sinon ça ne passe pas. Il faut fournir les preuves qu'on risque bien notre vie. Je ne sais pas, dans une guerre, de toute manière, de toute évidence, on risque sa vie. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de preuves à fournir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié. Donc, parmi les différents pays en Union européenne, donc beaucoup, je veux dire, la procédure pour la demande d'asile n'est pas forcément la même d'un pays à l'autre. Hein, donc il y a des différences, mais le principe est le même. Donc effectivement, il faut que le pays en question reconnaisse le statut de réfugié politique pour que la personne soit vraiment réfugiée, qu'elle vienne quel que soit les persécutions qu'elle a subies ou qu'elle craint dans son pays. Donc effectivement, c'est obligé de fournir les preuves et c'est à l'État qui accueille de déterminer si c'est un bon réfugié ou si c'est un mauvais réfugié. Et vu les discours de nos politiques dernièrement, moi je pense qu'on va vers ça. Donc effectivement, jusqu'à maintenant, donc déjà, on a fait la différence entre les migrants, réfugiés économiques et réfugiés, des vrais réfugiés. Ensuite, parmi les réfugiés, on va chercher les bons et on va chercher les mauvais. Donc voilà, ça va poser un souci. Donc peut-être il y aura de la matière à discuter. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, en disant qu'on va accueillir tant de réfugiés, on ne règle pas le problème principal de ces gens qui arrivent des zones en conflit, c'est-à-dire une route
sur une route libre, ouverte, pour arriver. C'est pour ça, je veux dire, avec donc les quotas, on essaie un petit peu de noyer le poisson comme on noie les immigrés, enfin tous ces réfugiés dans la Méditerranée, la mer Adriatique et ailleurs, la mer Égée et ailleurs. Et on évite un petit peu le vrai souci, c'est-à-dire ces frontières qui sont fermées, les frontières européennes qui sont fermées. Et donc qui posent un réel souci pour les gens qui arrivent. Voilà. Je vais laisser Pascal parler un petit peu de la mobilisation de solidarité. Donc, si vous m'avez suivi, j'ai passé la Hongrie, je me suis arrêté à la frontière autrichienne. Donc, je vais laisser Pascal continuer la suite et puis on pourrait lancer la discussion. Oui, moi je vais parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers jours en Allemagne, mais aussi en Autriche, où on continue d'assister à un véritable mouvement de masse de solidarité avec les réfugiés. Alors ce week-end, là vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Allô? Parce que j'ai un message que Chrome n'entend rien. Ouais, alors si les autres vous entendez. Bon, ben, je continue, je reprends. Ouais, mais alors je crois que Chrome, c'est un problème de Chrome qui devrait se déconnecter, peut-être essayer de revenir après. Parfois, c'est ça, ça permet de refaire fonctionner. Bon, je reprends alors. Alors en Allemagne, puis aussi en Autriche, hein, ces derniers jours, on a assisté à un véritable mouvement de masse de solidarité avec les réfugiés. Alors ce week-end, je crois que voilà, c'est les images qui ont circulé dans les télévisions, dans les journaux et tout ça. On a pu voir des centaines d'habitantes et d'habitants qui sont venus saluer les réfugiés dans les grandes gares, aussi pour leur apporter des boissons, des couches pour les bébés, des fruits, des bonbons, des jouets pour les enfants, etc., etc. Des images qu'on a pu voir à Munich, à Francfort, à Dortmund, à Saalfeld ou à Hambourg, par exemple. Et moins spectaculaire parce que c'est un peu plus petit, il y a aussi eu de l'accueil qui s'est fait devant les lieux d'accueil où les réfugiés ont été amenés pour passer la nuit et pour s'installer. Hein, il y a eu par exemple ces derniers jours, ce week-end ou hier, hein, des actions qui sont mises à Fribourg, à Wuppertal ou à Berlin, y compris tard dans la nuit. Tard dans la nuit, c'est 4 heures du matin. Hein. À chaque fois, il y a du monde qui est présent, qui dit les réfugiés sont bienvenus, qui ramène des cadeaux, etc., etc. Et quand on parle de mouvement de masse, il faut quand même avoir en tête que ces scènes, elles sont quotidiennes. Et à Munich, par exemple, qui est la première ville où ça fait plus d'une semaine que des réfugiés arrivent depuis la Hongrie, c'est nuit et jour qu'il y a des centaines de personnes à Munich qui sont là pour accueillir les réfugiés, pour les applaudir quand ils arrivent, pour faire des cadeaux, et à tel point que les bénévoles, enfin j'utilise ce mot-là, c'est un mouvement, comme dans tout mouvement de masse, c'est très large, c'est que bon, il peut y avoir autant des anarcho-punks que des scouts qui sont présents. Ils ont fini par faire des communiqués pour dire bon, arrêtez de ramener à manger à la gare de Munich. On ne sait plus où mettre la nourriture parce que des gens qui n'avaient pas forcément la possibilité, on va dire, de rester longtemps, ils viennent avec un sac de nourriture ou un sac de couches, un truc comme ça à la gare de Munich. Et à un moment, il n'y avait plus de place pour stocker et il y avait beaucoup plus que ce qui était nécessaire. Ils ont même dit aux gens de pas forcément venir à Munich, à la gare, mais de dire bon, allez plutôt vers des centres de réfugiés, il y a d'autres endroits où aller et tout ça, parce qu'il y a trop de monde parfois qui arrivait, ce qui bloquait l'arrivée des réfugiés qui, une fois à la gare, allaient dans des bus, etc., vers leur lieu d'hébergement. Donc c'est vraiment un mouvement massif et on peut parler, il y a plein de petites initiatives aussi qui sont menées dans des villes, parfois même dans des villages. Par exemple, il y a des fêtes bienvenue aux réfugiés. Et là, depuis 15 jours, 3 semaines, hein, c'est pas quelque chose de très nouveau, c'est médiatisé depuis le week-end dernier, mais il y a eu beaucoup de villes, des quartiers et puis même des villages où il y a des trucs comme le club du troisième âge qui invite les réfugiés syriens. Bon, il y a une quinzaine de réfugiés syriens dans le village. J'avais vu ça, c'est à Saint-Amand. Ils les invitent pour chanter des chansons avec eux. Il y a ça qui se passe un peu partout. Et en Autriche aussi, on a pu voir des scènes un peu similaires. Par exemple, le 31 août, à Vienne, il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont manifesté dans les rues pour l'ouverture des frontières et pour l'accueil des réfugiés. Et dimanche dernier, près de 200 personnes quand même qui ont pris leur voiture personnelle
qui sont allés depuis Vienne jusqu'à Budapest pour aider les réfugiés qui ne pouvaient pas prendre le train, qui ne pouvaient pas prendre le bus, à aller au point frontière et arriver en Autriche. Donc c'est quelque chose quand même d'assez massif. Et là, pour ces conducteurs, ces conductrices, c'était aussi, ça s'est fait malgré les menaces des autorités hongroises. Les deux premiers qui sont arrivés, je crois que c'était vendredi à Budapest, je crois qu'ils étaient deux, hein, mais ils sont peut-être plus, ont été arrêtés et le gouvernement hongrois a dit qu'ils risquaient jusqu'à 5 ans de prison pour aide à l'immigration illégale. Bon, finalement, ils ont fini par dire qu'ils n'allaient pas les garder. Les autorités autrichiennes ont aussi rappelé qu'on pouvait mettre des amendes pour les gens qui aidaient l'immigration illégale, mais malgré tout, il y a du monde qui ont pris leur voiture et voilà, pour aider les réfugiés à rentrer en Autriche. Et ce mouvement, en tout cas pour l'Allemagne, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas quelque chose de ce mouvement, enfin les grands mouvements comme on les a vus, c'est nouveau, mais ça fait plusieurs années qu'il y a en Allemagne une mobilisation, un mouvement important pour refuser le racisme et l'extrême droite. Par exemple, en début d'année, quand Pegida avait essayé de lancer son mouvement, il l'a réussi à Dresde, il l'a réussi en Saxe, mais sinon dans toutes les autres villes, les racistes ont finalement été ridiculisés par le nombre de contre-manifestants. Je prends un exemple, par exemple le 11 janvier, c'était le plus fort jour des mobilisations, hein, enfin le 12 janvier, excusez-moi, où Pegida avait ramené quand même jusqu'à 25 000 personnes à Dresde, c'est énorme, hein, sur des mots d'ordre racistes. Et là, très rapidement, il y a eu 100 000 personnes qui ont manifesté dans toute l'Allemagne contre le racisme. Et dans les jours suivants, il y a eu des tas d'initiatives dans les villes. Par exemple, à Fribourg, où Pegida n'avait même pas pensé manifester, il y a un truc qui a été organisé un peu vite fait sur Facebook, qui s'attendait à être 500. Ils ont été 20 000, et ça, c'était le 25 janvier. À Hagen, il y a eu 2000 personnes dans les rues le 24 janvier. Il y a eu des initiatives, par exemple à Bayreuth, qui est une petite ville dans le nord de la Bavière. Il y avait 500 personnes à l'appel des clubs de sport de la ville pour dire qu'ils sont contre le racisme. Et de la même façon, il y a aussi, au moins depuis 2012 en Allemagne, des luttes de réfugiés qui se mènent, des grèves de la faim, comme par exemple la grève de la faim qu'il y a eu en 2012 au foyer de réfugiés de Würzburg, qui a été très médiatisé, qui a reçu un soutien aussi de la population, des manifestations. Alors pour le titre de séjour, contre la Residenzpflicht, c'est l'obligation de résidence, c'est un point particulier de la loi en Allemagne, c'est que quand un demandeur d'asile arrive à un endroit, il n'a pas le droit de quitter. Alors, selon les Länder, l'Allemagne c'est fédéral, il y a certains Länder comme la Rhénanie-Westphalie où ils peuvent circuler librement dans tout le Land. Sinon, en Bavière ou en Saxe, ils ne peuvent pas circuler librement en dehors du district, enfin de quelque chose qui est à peu près l'équivalent d'un canton pour la France. Ou alors il faut qu'ils demandent avant l'autorisation de la police, etc., etc. Donc il y a eu des grandes manifestations, des initiatives contre la Residenzpflicht, mais aussi pour le droit à l'emploi, etc., etc. Par exemple, le 20 août 2013, hein, il y avait une marche qui est partie en Bavière de Würzburg et puis de Bayreuth jusqu'à Munich, justement en dépassant les limites des différents districts, juste pour protester contre la Residenzpflicht. Et c'est aussi d'Allemagne qui est partie la marche de la liberté, qui était partie de Kiel jusqu'à Bruxelles, justement pour réclamer la liberté de circulation en Europe. Donc il y a tout un mouvement comme ça qui est présent depuis un moment et sur lequel s'est appuyé en fait l'élan de solidarité, où il y avait déjà, je dirais, une conscience, une mobilisation antiraciste et qui a renforcé, je dirais, ce mouvement de fond. Et en fait, aussi, hein, les 22, quelque chose qui a beaucoup choqué, c'est il y a des néo-nazis qui ont tenté des pogroms à Heidenau, c'est en Saxe, pas très loin de Dresde. Je pense que vous vous en rappelez, que vous avez vu ces informations-là, contre un foyer de réfugiés. C'était les 22 et 23 août. Et là aussi, il y a eu très rapidement une mobilisation. Il y a eu des manifestations un peu spontanées dans les jours qu'on suivit, comme 1000 personnes le lundi qui suivait à Cologne, et le samedi suivant, 5000 personnes dans les rues de Dresde. Et une idée assez forte dans la population de réagir, je dirais, en faisant l'inverse. Les nazis
les néo-nazis qui sont à l'extrême droite est loin d'être aussi forte qu'en France, en Allemagne, mais qui a des groupes actifs, violents et tout ça, bah, attaquent les réfugiés. Et ben nous, le nous est très général. Hein, et ben on va montrer qu'on est solidaire des réfugiés. On va les accueillir, on va leur souhaiter bienvenue. Et donc, quand Merkel elle a fini par ouvrir les frontières au sud de l'Allemagne, c'était pas seulement par bonté d'homme, hein, il y avait la poussée des réfugiés eux-mêmes, avec les manifestations qu'il y a eu à chaque point de frontière, qu'il y avait à Budapest, qu'il y avait tout ça, pour pouvoir passer la frontière, pour avoir le droit d'aller là où ils voulaient aller, et aussi une opinion publique en Allemagne qui n'était pas prête à voir les flics tabasser des réfugiés au point de frontière ou dans les gares, et qui assez spontanément au début, à Munich, hein, on dit on va à la gare, on va les accueillir, on va leur faire des cadeaux, on va donner des nounours aux enfants de réfugiés. Enfin, il y a des tas de scènes, des tas de vidéos, de photos qui circulent assez mignonnes et plus que sympathiques. Alors, c'est vrai qu'en France, je trouve qu'il y a dans une partie de la gauche française des discours parfois un peu blessants sur cet élan de solidarité. Alors, il y a un truc qui dit, ouais, en fait, c'est juste la volonté du patronat allemand qui veut exploiter une nouvelle main-d'œuvre pas chère. Alors, il faut quand même rappeler que après la Deuxième Guerre mondiale, dans pas mal de pays d'Europe, il y avait besoin d'une main-d'œuvre. Le patronat est allé la chercher. Il n'a pas eu besoin de faire des accueils. Hein, quand les travailleurs immigrés sont arrivés à la gare de Montbéliard pour bosser à Sochaux, il n'y avait pas d'accueil. Bienvenue aux immigrés. Euh, et euh, et bien sûr, le patronat il y réfléchit de comment les intégrer, comment les utiliser après comme force de travail, mais ça n'empêche pas, c'est avant tout un mouvement, je dirais, de la population et qui, à mon avis, est aussi un gage d'avenir pour les luttes que mèneront après ces réfugiés avec une fois qu'ils auront intégré la classe ouvrière allemande pour les salaires, pour les conditions de travail, pour le temps de travail, etc., etc. Et d'ailleurs, à Francfort, il y a des images qui sont parues dans la presse française. Dans les personnes qui accueillent les réfugiés qu'on voit et qu'on a pu voir aussi sur Euronews et tout ça, il y a une camarade, Shanaz, qui est elle-même une réfugiée d'Iran, militante du Parti communiste ouvrier d'Iran, qui était en première ligne pour accueillir les réfugiés qui venaient de Syrie, d'Afghanistan ou d'Irak, et qui est aussi représentante du personnel à la poste de Francfort et qui a d'ailleurs mené une grève reconductible au printemps dernier. Voilà. Autre truc que je trouve assez vexant, c'est que souvent on entend en France, en fait, les Allemands, la population, elle salue les réfugiés uniquement parce qu'ils veulent se faire pardonner des crimes du Troisième Reich. Et là, je crois qu'il faudra faire un coup expliquer quand même en France que l'histoire de l'Allemagne, elle n'a pas commencé en 1933 pour finir en 1945. Alors, bien sûr, comme tout mouvement de masse, hein, on peut toujours dire qu'il y a des limites, voilà, c'est pas assez politique et tout. Cela dit, c'est un mouvement sympathique, c'est un mouvement, je trouve, qui donne de l'espoir pour l'avenir et aussi, oui, qui fait chaud au cœur. C'est profondément humain. Les gens, quand ils parlent un peu à la télé, quand ils sont un peu interviewés, ils donnent des tas de raisons pourquoi ils viennent. Simplement, simplement parce qu'ils veulent accueillir ces pauvres gens qui fuient la guerre. Alors, certains disent qu'ils ont entendu parler de la guerre par leurs grands-parents ou par leurs parents, d'autres même pas. D'autres simplement disent moi je suis un être humain, c'est des êtres humains. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, qui est au cœur de ce mouvement. Et c'est sûr aussi, hein, mais déjà les organisations de réfugiés, les organisations antiracistes préparent ça, c'est qu'il y a une suite à préparer. C'est que c'est bien d'accueillir, je pense que ça leur fait très plaisir aussi à ces gens qui arrivent, qui ont passé parfois un mois sur la route, qui se sont fait gazer par les flics en Macédoine, en Hongrie et tout ça, de se faire accueillir par des bonbons, par des nounours et par des applaudissements, ça leur fait très plaisir. Là aussi, hein, il y en a qui quasiment pleurent tellement ils sont émus de l'accueil qu'ils ont. La suite, c'est aussi la mobilisation pour le droit au séjour, la mobilisation contre la Residenzpflicht et tout ça. Et les organisations antiracistes, les organisations réfugiées d'Allemagne, elles préparent justement à ça en disant c'est très bien, il faut continuer d'accueillir les réfugiés comme c'est fait, et il faut aussi se préparer à être solidaire plus tard quand il y aura des obligations de quitter le territoire ou quand il y aura des menaces d'expulsion.
Voilà, et pour finir, voilà, c'est quand même ce mouvement en Allemagne, aussi en Autriche, mais aussi des choses qui ont pu être vues en Hongrie et ailleurs. Ça prouve que l'humanité, elle n'est pas morte en Europe. Alors, c'est un exemple de ce que peut donner, je trouve, un mouvement à la fois antiraciste et humaniste de masse. Et je pense que c'est aussi important d'insister sur ce côté humain particulièrement fort, puisque la base du socialisme, notre société, ben, c'est bien avant tout l'être humain. Voilà. Merci Pascal. Je voulais juste, donc pour finir, rappeler qu'en France aussi, donc les réfugiés n'arrivent pas depuis que Hollande l'a annoncé. Donc ils arrivent tout le temps, ils sont là, ils sont pareils comme nous, enfin, dans la galère, et qu'il y a énormément de luttes qui existent, qui ne sont pas forcément super médiatisées un peu partout, notamment concernant le logement. Hein. La question d'obtenir les papiers, c'est encore une chose dont certaines associations qui sont plus ou moins actives dans certaines régions essaient de s'occuper comme elles peuvent. Mais il y a eu aussi récemment, depuis 2 ou 3 ans, des expulsions des centres d'hébergement d'urgence. D'ailleurs, les réfugiés devaient être dans les CADA, ce qu'on appelle les CADA, ce sont les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc c'est une obligation légale que l'État ne respecte pas, les préfectures ne respectent pas parce qu'il n'y a pas de place, justement par les coupes budgétaires et tout ça, c'est complètement lié aussi à des politiques d'austérité, et donc ça concerne tout le monde. Et donc effectivement, on a renvoyé tous ces gens vers le dispositif 115 qui ne devait pas servir à ça. Du tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont logés dans les hôtels ou à 4 ou 5 dans les chambres de 9 mètres carrés ou qui sont tout simplement envoyés à jeter à la rue. Donc voilà, parmi les exemples, il y a Caen où depuis 3 ans, il y a une lutte qui est menée justement en coopération avec les demandeurs d'asile hein, qui sont expulsés des centres d'hébergement d'urgence où il y avait dans la foulée plusieurs squats ouverts, enfin des lieux occupés et réquisitionnés par l'Assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions où effectivement ces gens sont hébergés où il y a un point de dépôt effectivement pour tout ce qui est aide humanitaire etc. Ce type d'action existe ailleurs aussi en France. Voilà. Récemment sur Paris, on a beaucoup parlé des migrants de la Chapelle. Finalement, enfin, il y a un petit truc qui a été publié sur le blog Solidarité ouvrière tout à l'heure avec plusieurs points où les réfugiés sont présents donc effectivement à la rue et avec énormément de besoins. Juste pour rappel, c'est juste symbolique. Hein, le département d'Ardèche compte 3000 personnes dont beaucoup de familles avec des enfants qui sont jetés à la rue, qui ne sont pas logés actuellement. Et donc c'est la même situation qu'on retrouve un peu partout. Un petit exemple tout à fait symbolique et malheureux, c'est le jour où la photo du petit Elan a été publiée dans un immeuble à Toulouse qui était squatté par des familles syriennes qui étaient justement expulsées des centres d'hébergement d'urgence. Bah, c'est ce jour-là où ils ont eu la visite du huissier avec des flics pour donc effectivement pour leur notifier qu'il faut qu'ils quittent les logements avant la fin du mois. Sans solution de logement, encore une fois. Donc, je veux dire, en France, on part vraiment de loin. Déjà, premièrement, dans ces luttes-là, on ne peut pas dire qu'on arrive à mobiliser des centaines, des milliers de personnes. Enfin, il s'agit surtout en général des militants, des associations, des organisations politiques qui y participent, d'un côté. Et de l'autre, on part aussi, en ce qui concerne la défense des droits, des réfugiés de tête et loin parce que les droits élémentaires qui sont justement logement, hébergement n'est pas respecté. Et je veux dire, c'est les lois, c'est eux c'est ceux qui les respectent pas, qui les ont fixées. Hein. De toute manière, si on me le demandait moi, on aurait réglé le souci hein, d'une autre manière, mais on me le demande pas. Donc, de tous les cas, voilà, c'est juste pour dire qu'on part de très très loin et que cette solution-là, vu les annonces, on peut en parler plus tard, va pas forcément s'améliorer. Hein. Donc voilà. Je veux
m'en arrêter là, moi aussi. Que, effectivement, si vous avez des questions, on peut lancer la discussion, quel que soit le sujet. Voilà. Et merci d'avoir été attentif. Oui, vous pouvez poser des questions, ou aussi dire des choses comme vous les pensez, etc. Quelle est la, voilà, comment vous voyez la situation, comment vous voyez les choses peut-être autour de vous, ou voilà. J'avais juste une petite question pour Pascal qui doit savoir ça, mais c'est juste pour ma culture personnelle. Est-ce que ce que tu disais pour l'Allemagne, c'est pas nécessairement lié à ce qui se passe entre 39 et 45, mais est-ce qu'il y a quand même un lien avec ce qui se passe après 45? Parce que c'est quand même le pays qui a reçu le plus de réfugiés avec le. C'est que quelque chose comme 1 million de germanophones qui sont arrivés en Allemagne dans l'après-guerre. Et c'est quand même quelque chose qui doit laisser de la place dans la mémoire des familles, j'imagine. Alors, c'est possible, hein, il y a des gens, alors, il faudrait y être demandé, hein, il y a tout un tas de gens, hein, il y a déjà des gens qui sont eux-mêmes réfugiés, qui participent à ce mouvement-là, hein. Je parlais d'une camarade. Je sais qu'à Dortmund, il y a une vingtaine de néo-nazis qui ont voulu perturber le truc. Bon, heureusement pour eux, la police était là, parce que sinon, je pense qu'ils ne seraient pas ressortis vivants. Euh, il y avait quelques drapeaux de l'IPG, tout ça. Je pense pas que c'est les réfugiés qui les avaient. Enfin, les réfugiés qui venaient d'arriver, ça devait plutôt être des membres de la communauté kurde et turque de Dortmund. Il y a aussi, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, voilà, moi je viens d'une famille où on a été réfugiés. Il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont arrivées comme réfugiés en Allemagne en 45, des zones de l'ouest de la Pologne ou des sud-est de République tchèque ou de Kaliningrad aujourd'hui, qui disent voilà, ma famille a été est elle-même une famille de réfugiés, donc je viens aider les réfugiés. D'autres qui parlent simplement de la guerre. Et puis il y a beaucoup de jeunes quand même, hein, quand on voit les images de vraiment jeunes qui doivent être lycéens, qui doivent être étudiants. C'est aussi le cas dans les manifs contre les nazis, hein, où en fait ça va de 7 à 77 ans, quand il y a des manifestations comme ça, des familles qui viennent, donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir effectivement, enfin, l'idée de montrer une Allemagne qui a plus rien à voir avec, avec le nazisme ou avec le racisme. Et généralement, ce que les gens disent en premier, c'est voilà, c'est des êtres humains. Nous aussi, on est des êtres humains. Il faut qu'on les accueille comme des êtres humains. Voilà. Alors, on peut chercher des tas de raisons historiques. Euh, Ok, merci. C'était juste pour faire une petite remarque, question complémentaire sur l'Allemagne. Où pendant longtemps, concernant les migrants, Merkel, avec d'autres dirigeants européens, avaient des propos quasiment racistes. D'un coup, la réouverture un petit peu de l'Allemagne, on entend de plus en plus que ça avait un lien direct avec leur démographie. Et de fait, d'avoir une main-d'œuvre comme ça, et plutôt des jeunes en plus, donc qui pèsent moins en général sur les systèmes de santé, ça leur permettait justement de pallier cette erreur. Enfin, ce problème démographique. Voilà, donc je voulais savoir un peu quelle était l'analyse qu'on portait un petit peu sur ce point de vue-là. Alors, en fait, la question était que vis-à-vis de l'Allemagne, et notamment de Merkel qui réouvre les frontières, c'était pour faire plus rapide que tout à l'heure, par rapport à l'opposition même quasi raciste qu'elle tenait il y a quelque temps, et du coup ce changement assez radical de position avait un rapport avec des problématiques démographiques. Et donc, vu que c'est une population relativement jeune qui en général pèse moins sur les comptes de tout ce qui est sécurité sociale, en gros, ça laissait penser à un calcul de main-d'œuvre jeune, capable d'avoir des enfants, de fait, et donc une main-d'œuvre relativement bon marché. Donc voilà, je voulais savoir si ça rentrait dans notre grille d'analyse ou pas, ce qu'on pouvait en dire.
Bon, alors, d'un côté, c'est vrai que le patronat allemand, il sait que voilà, il y a une population qui va partir en retraite, ils ont besoin de main-d'œuvre jeune, qualifiée, et il dit voilà, ben, et on dit bon, on va voir dans ces réfugiés, il y a des gens qualifiés qu'on va pouvoir embaucher, qu'on va pouvoir utiliser. Ça, c'est une réalité. L'ouverture des frontières, je ne sais pas si c'est fondamentalement que là-dessus, puisqu'il y a déjà des accords qui commencent à être préparés, par exemple avec les Balkans, pour faire venir de la main-d'œuvre qualifiée. Ça ne va pas être compliqué à trouver, c'est pas compliqué à trouver. Le discours quand même de Merkel, parce qu'elle a quand même aussi revenu de la grande coalition, hein, parce qu'elle s'est fait critiquer quand même par la droite de la CDU, qu'elle avait trop rapidement ouvert les frontières. La position maintenant, c'est on va faire le tri. Là, on a accueilli les gens, on n'a pas contrôlé aux frontières, on a trouvé tout de suite un hébergement, tout ça. Je pense qu'il y avait aussi la pression de la population qui faisait que, eh ben oui, il fallait accueillir ces gens-là, quoi. Il y a vraiment un mouvement populaire qui disait il faut accueillir et les gens venaient pas accueillir les gens, les réfugiés à la gare pour dire voilà on veut. C'était pas le patronat qui venait les accueillir, hein, c'est des gens ordinaires euh, qui les accueillent, qui organisent des fêtes et tout ça. Euh, je pense qu'il y a aussi eu cette pression populaire. Alors là, ce qui commence à se dessiner comme dans le discours, c'est que maintenant qu'on a accueilli tout le monde, on va faire le tri entre les vrais réfugiés et les faux réfugiés, et le tri entre ceux qui vont nous être utiles et ceux qui ne nous le seront pas. Et ça, les organisations antiracistes, les organisations de réfugiés, tout ça, elles commencent par des communiqués, par tout ça, à préparer aussi les gens qui massivement sont allés accueillir les réfugiés pour leur dire voilà, il va falloir aussi qu'on passe sur une lutte politique pour garantir le droit au séjour, etc., etc., etc. Voilà. Alors, c'est vrai que le patronat allemand a besoin de main-d'œuvre, mais c'est pas le patronat qui a créé le mouvement. C'est un mouvement qui existait quand même déjà avant, qui était implanté dans la société allemande. Dans les années 90, par exemple, euh, quand il y avait une manifestation de néo-nazis quelque part, il y avait une contre-manifestation de l'extrême gauche, en particulier de l'Antifa. Il y avait à peu près, on va dire, allez, s'il y avait 1000 nazis d'un côté, 2000 dans l'Antifa, et la population regardait ça comme quelque chose qui lui était étranger. Il y avait en gros les extrémistes d'un côté, les extrémistes de l'autre, et on va pas trop sortir ce jour-là pour pas se prendre un pain, mais un peu le truc, ça ne nous regarde pas. Aujourd'hui, depuis 5 ans à peu près, hein, ou un peu plus même, dès que les néo-nazis essayent de faire un rassemblement ou quelque chose dans une ville, il y a une forte mobilisation qui n'est pas que. Il y a toujours des gens de l'Antifa qui viennent. À Eidenau, d'ailleurs, eux, ils y sont allés, mais c'était une manif plus militante pour affirmer la solidarité avec les réfugiés. Mais il y a les gamins du lycée, le club de foot local, parfois aussi le curé du coin, ou voilà. Mais je dirais tant mieux, parce que du coup, c'est vraiment beaucoup de monde qui vient. Alors le fait qu'il n'y ait pas un problème de chômage aussi fort en Allemagne qu'en France, ça joue sûrement ça peut jouer, mais voilà, je pense pas qu'on peut dire que c'est le patronat qui a lancé le mouvement, et même pour l'ouverture des frontières, de toute façon, il n'y avait quasiment pas le choix. Il y avait des milliers de réfugiés à Budapest qui se sont dirigés vers l'Autriche et vers l'Allemagne. S'il avait fallu refermer les frontières, faire des contrôles et tout, il y a quasiment plus de trains qui pouvaient circuler. Il y a quasiment, voilà, c'était un blocage là du coup important des transports, hein, dans tout le sud de l'Allemagne. C'est des nœuds ferroviaires importants entre Budapest, Vienne, Munich et tout. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Soit c'était la manière forte, soit il fallait ouvrir, et avec une population qui était solidaire de ces réfugiés. Oui, j'aurais tendance à dire la même chose. J'ai pas regardé exactement le discours du patronat allemand,
mais je m'étais déjà penché sur ce que racontait le MEDEF, qui est très représentatif du patronat français, puisqu'il en syndique 90%, par rapport aux questions de sans-papiers. Et globalement, le MEDEF dit nous, c'est pas notre problème, que les gens aient des papiers ou non, on s'en fiche. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les employeurs soient chargés de tâches policières, donc on ne veut pas avoir à contrôler les papiers. Pour le reste, c'est le problème du gouvernement, c'est pas nous. Et effectivement, globalement, dans la répartition des tâches entre État et patronat, c'est le rôle de l'État que de contrôler ça. Mais ce que le patronat demande à l'État, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui corresponde à ses besoins, en nombre, mais pas seulement, en qualité. C'est-à-dire en diplôme, en docilité, en capacité d'adaptation. Donc, du coup, à partir du moment où on lui fournit cette main-d'œuvre, qu'elle soit réfugiée, pas réfugiée, qu'elle ait des papiers, qu'elle n'ait pas de papiers, etc., ce qui va compter, c'est plus que le coût, notamment le coût fiscal que tout ça va avoir. Et finalement, ça peut effectivement l'arranger plus d'avoir un Syrien hautement diplômé que d'avoir un vieux prolo français qui a le dos complètement cassé, qui traîne des maladies professionnelles et qui en plus n'est plus tellement formé pour les machines actuelles. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'ils sont. Du coup, effectivement, quand la situation politique est telle que il faut donner des signes de oui, oui, on va accueillir des réfugiés, bon, ben, ils peuvent accueillir des réfugiés. C'était l'intérêt des chiffres que donnait Alain tout à l'heure, c'est que finalement, là, les chiffres qui sont en train d'annoncer, c'est rien du tout, en réalité, par rapport aux capacités quand réellement on veut accueillir des réfugiés. Vas-y, Arlan. Ouais, oui, parce que finalement, l'invasion de 24 000 personnes, ça correspond à peu près 10 personnes par le département, hein, donc c'est pas grand-chose. Oui, je voulais appuyer, je voulais réagir à ce doux point. Je voulais déjà appuyer à la fin de l'intervention de Pascal pour dire qu'effectivement, peut-être qu'il y avait à une époque ces stratégies, il y avait ouais, un peu plus. Il y avait une stratégie, c'est pas effectivement, de toute manière, tout a été fait pour que les frontières sud de l'Europe soient fermées. Mais il y avait tellement de gens, c'est pour ça que lors d'une réunion, justement, on parlait de migrants, un mouvement en lutte ou pas, etc. Quelque part, la galère les a poussés à être en lutte. Quand on regarde un petit peu des vidéos, et puis j'ai eu des témoignages de personnes qui étaient sur la frontière gréco-macédonienne le week-end du 21 au 23. Donc effectivement, quand les flics, même s'il y avait des unités anti-émeutes, même s'il y avait le militaire sur place, etc., il y a 10 000 personnes en face, même s'il y a des gosses parmi eux, et beaucoup de gosses, qui sont vraiment prêts à en découdre, qui de toute manière n'ont rien à perdre, ils n'ont pas d'autre choix que les laisser passer. Oui, j'en profite, je vais balancer toutes mes questions, je ne vais pas rester tard, je suis un peu fatigué. Il y a une voix dans l'Europe qu'on n'entend pas trop, j'ai l'impression, c'est la voix de l'Espagne qui doit se sentir un petit plus fort. Je me rapproche. Donc je disais, il y a une voix actuellement dans les nations qu'on n'entend pas trop. Donc je disais par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre, tout un tas d'autres pays, c'est l'Espagne. Donc l'Espagne qui a un statut un peu particulier parce que donc elle entretient deux barrières au Maroc, donc à Melilla et à Ceuta. Et du coup, on se demande si c'est pas un petit peu, voilà, je la ramène pas pour éviter qu'on me pointe du doigt et que ça puisse même derrière éclabousser l'Union européenne, parce que je crois qu'une partie des financements sont financés par l'Europe. Donc il y a une espèce aussi comme ça d'énorme hypocrisie au niveau de l'Europe. Donc, je voulais savoir un petit peu aussi si vous, de votre côté, vous aviez des infos sur des réactions de camarades espagnols. J'ai pas de réaction des camarades espagnols. Alors je sais que sur les enclaves espagnoles du Maroc,
Il y a de temps en temps des réfugiés d'Afrique subsaharienne qui tentent de passer, des Marocains aussi qui tentent de passer par la frontière espagnole, mais il ne me semble pas qu'il y ait un mouvement assez massif, un peu comme vers la Sicile. Alors il y a aussi le Maroc qui, en gros, sous-traite le flicage de la population d'Afrique subsaharienne arrivée au Maroc pour essayer de gagner l'Union européenne. Il y a eu pas mal d'articles, c'est pas tout récent, mais bon, c'est des choses qui se font, de la police qui les chope et puis qui les emmène à 50-60 km dans le désert et qui les laisse là sans rien, sans eau, sans rien. Et je crois que même si c'est le passage le plus court de la Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe, le passage le plus court, c'est entre le Maroc et l'Espagne, je crois que c'est aussi un des passages les plus dangereux au niveau des courants marins. Oui, au-delà de la dangerosité des courants marins, il y a aussi la dangerosité de la police espagnole et enfin, de la Guardia Civile et de la police marocaine qui sont extrêmement violents d'après les témoignages sur place. Et après, alors je ne sais pas ce que tu as voulu dire exactement par de temps en temps des passages, mais alors peut-être pas aussi massif que par ailleurs via les bateaux, mais il y a quand même des tentatives de passage quasiment tous les jours. Et il y a des personnes qui sont maintenant sur place dans l'arrière-pays marocain, un petit peu sur les hauteurs, qui sont là depuis plusieurs années et qui maintenant ont même quasiment d'ailleurs des enfants sur place. Enfin voilà quoi. C'est là aussi, c'est aussi la raison. Je l'avais dit dans la présentation, à un moment donné, même s'il y a effectivement toujours des gens qui passent par là, et je l'ai bien précisé qu'il y a même des réfugiés syriens qui sont passés par là et qui sont, donc le premier pays européen dans lequel ils étaient, c'était l'Espagne. Justement, ces familles de Toulouse qui étaient expulsées de leur logement, il y a une de ces familles, ils veulent la renvoyer en Espagne parce que c'était là-bas où ils étaient enregistrés en premier. Mais de l'autre côté, étant donné qu'à un moment donné, donc Kadhafi avait besoin d'un truc pour négocier d'avoir un point d'appui par rapport à l'Union européenne, donc il a un peu ouvert des passages et tout ça. Il y a ce passage par la Libye donc qui s'était ouvert, et donc effectivement les réfugiés, enfin je dis moi-même je l'étais, donc je sais très bien, avant de partir tu te renseignes quand même, et quand il y a beaucoup de gens qui partent, ils ont un petit peu des retours des proches, des amis, etc., par où ils sont passés, par où il faut passer, où il faut aller, et des choses comme ça. Donc ils le savent un petit peu. Donc dès qu'il y a, on essaye parmi les endroits les plus risqués, même si c'est pour marcher une semaine de plus ou payer un peu plus, on préfère comme je dirais, un passage où on va moins galérer que d'autres. Donc systématiquement, avant de l'Afrique subsaharienne, on allait au Maroc, on essayait de passer en Espagne. Aujourd'hui, effectivement, et depuis quelques années, maintenant en arrière, une dizaine d'années, quinzaine d'années, donc la Libye aussi permet ce passage-là, et donc il y en a beaucoup qui s'orientent de ce côté-là plutôt. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas parler beaucoup de l'Espagne, mais donc effectivement il y a aussi le fait qu'il y a un mur, qu'il y a des politiques super répressives sur place, qu'il ne faut pas oublier que Frontex il est un peu partout, et de toute manière l'Union européenne participe dans le financement, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui on peut critiquer autant que on veut, enfin les politiques français par exemple, critiquer autant que veut le gouvernement hongrois. Hongrie fait partie de l'Union européenne, quelque part ce mur en Hongrie est financé par l'Union européenne d'un côté, et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que la France quand même a lancé un dispositif assez lourd pour fermer ses frontières et bien filtrer ses frontières avec l'Italie, notamment à l'endroit qui commence par V, dont j'oublie toujours le nom. Donc bref. Voilà, donc la France a aussi une politique super répressive. Voilà, c'est ça.
super répressif de ce côté-là. Donc ils sont tous l'hypocrisie. Partout, n'importe où on peut se retourner, enfin, on tombe sur l'hypocrisie. Oui, quand je parlais des flics qui ramènent dans le désert, c'est quasiment condamné à mort. Hein. Oui, il me semble que par rapport à cette question de l'Espagne, le truc c'est que les politiques ils réagissent au doigt mouillé en fonction de l'urgence du moment, de ce qui fait le buzz dans la presse du moment. Donc là, ils ont été pointés du doigt sur les morts en Méditerranée et ensuite sur les arrivées massives, notamment avec ces histoires de la Hongrie et globalement le conflit syrien. Bon, bah, du coup, ils répondent ponctuellement sur cette question-là. Ils répondent jamais sur la question globale des réfugiés. Donc effectivement, les guerres subsahariennes, tout le monde s'en fout. On a vu que chaque fois qu'il y a eu des conflits, le peu d'intérêt qu'il y a eu en France par rapport à ça, il n'y a pas eu tellement de manifestations, de mouvements de solidarité, de quoi que ce soit. Bon, il y a des réfugiés qui arrivent, le gouvernement peut s'en foutre puisque ça ne sort pas de façon massive dans la presse. C'est toujours le même principe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils réagissent vraiment de façon très, très opportuniste par rapport à une situation donnée, à un moment donné. Tout à l'heure, Arland parlait des promesses qui avaient déjà été faites pour la Syrie et qui visiblement n'ont pas été tenues. C'est en fonction de la pression qu'il y a qui vont mettre en place ponctuellement telle ou telle politique. Et effectivement, leur souci, c'est d'éviter d'avoir un énorme appel d'air en disant bon ben voilà, on ouvre tout, et donc effectivement des gens qui arrivent beaucoup plus nombreux, donc ils dissuadent. Bon, sachant aussi qu'il y a toujours un aspect très hypocrite là-dedans, c'est que les réseaux qui organisent les passages sont absolument blindés de fric et que actuellement dans le capitalisme mondial, le seul argent frais qui circule avec les taux de profit les plus importants, c'est le capitalisme illégal. Et le capitalisme illégal, il existe parce qu'il y a de la répression. Donc d'une certaine façon, ils ont intérêt à réprimer, que ça soit ça, que ça soit toutes sortes d'autres trafics, parce que finalement, cette répression, ça se transforme en argent frais sur les réseaux financiers internationaux via le blanchiment. Ça paraît extrêmement cynique, mais quand on regarde comment ça fonctionne, notamment pour l'argent de la drogue ou des armes, c'est bien ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui est noté par un certain nombre d'acteurs. Donc sur la question des réfugiés, ça joue également un rôle. Oui, il y a un exemple par rapport à ça, un exemple super illustratif, c'est justement Érythrée, qui est un pays qui est dans un état complètement chaotique. Donc je ne vais pas rentrer dans les explications, etc. Mais moi, je me suis penché un peu dessus pour découvrir. Donc voilà. Et donc il y a énormément de réfugiés qui sont. C'est pas énormément en nombre, mais il s'agit d'un petit pays avec pas beaucoup de population. Donc effectivement, mais dès qu'il y a 300 000 réfugiés, parfois ça fait déjà 10% de la population. Donc en Éthiopie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé grosso modo, par la voie légale, il y avait les États-Unis et le Canada qui ont accueilli à peu près 1000 personnes. Même si on a parlé à cette époque-là dans la presse de la situation à Érythrée et tout ça, l'Union européenne en a accueilli 12. Voilà, de tous ces réfugiés qui sont sur place. Et donc, ça s'est arrêté là. Donc, forcément, les gens qui sont réfugiés en Éthiopie, qui ne veulent pas rester en Éthiopie, qui veulent partir dans les lieux sûrs. Donc effectivement, ils ont la seule voie, c'est voie illégale. Et la voie illégale, comment ça se passe? C'est $1000 pour arriver jusqu'à Libye, et ensuite 5000 pour atteindre la Sicile.
tout simplement. Donc, ça fait 6 000, à peu près 6 000 euros, 6 000 dollars par personne. En général, effectivement, ces gens-là n'ont pas beaucoup d'argent, donc il s'agit surtout des gens qui peuvent mobiliser donc les proches, les amis, etc., qui sont déjà réfugiés, qui ont un boulot, etc., qui peuvent filer les flics, le fric. Pas les flics, parce que les flics, c'est les autres qui le filent. Voilà, quoi. Et donc, c'est un exemple illustratif de ce qui se fait maintenant depuis quelques années en ce qui concerne une population qui vraiment une population de réfugiés, quoi. Oui, je pense aussi qu'au niveau des politiciens, des États de l'Union européenne, et c'est pareil en Amérique du Nord, ils savent très bien que ces arrivées de réfugiés vont continuer. C'est que c'est pas possible d'avoir un monde où les informations passent, où il y a des pays qui sont dévastés par la guerre, en gros Afghanistan, Irak, Syrie, Soudan, Érythrée, Congo, enfin voilà, il y a d'autres qui sont dévastés par la misère, ou par des maladies, par tout un tas par la corruption partout, et que les gens attendent en disant tiens, on crève, on va attendre. Il y a forcément des gens qui vont se dire on va essayer d'avoir un avenir meilleur en traversant la mer, parce que du coup la Méditerranée. Je dirais, c'est quasiment, ils peuvent mettre tous les murs qu'ils veulent, ils peuvent mettre tous les moyens de flicage qu'ils veulent. Ils n'ont pas affaire justement à des gens qui disent tiens, pour gagner 50 euros de plus, je vais peut-être traverser la frontière, comme je dirais un Français qui a envie de bosser en Suisse ou au Luxembourg. Ils sont devant des gens qui de toute façon n'ont plus rien à perdre et qui vont, les Africains qui traversent la Méditerranée, ils sont pas débiles. Hein, ils savent très bien qu'ils ont quasiment on va dire une chance sur 3 de couler en route. Mais ils n'ont rien à perdre. Et à la limite, la vie la vie qu'ils ont est telle que de toute façon, ils vont prendre ce risque-là. Ils vont prendre le risque de s'endetter pour payer des passeurs, en sachant qu'ils risquent leur vie et tout ça. Et du coup, c'est pas quelques flics de plus, quelques contrôles de plus qui vont empêcher ça. Ou alors, il faudrait que ce soit beaucoup plus répressif et beaucoup plus barbare. Et même là. Voilà, c'est une situation où de toute façon, alors qui est presque vieille comme le capitalisme, hein, parce qu'avant les zones agraires où on crevait de faim, on n'arrivait plus à vivre de la terre, on allait vers la ville pour vendre sa force de travail et pour vivre mieux. C'est des trucs qui existent. Les grands bidonvilles du Caire ou de Rio, c'est ça aussi. C'est comme ça que sont construites les grandes villes comme Paris. Bon, et voilà. Et maintenant, c'est au-delà des frontières. Après, je crois que humainement, mais aussi par solidarité de classe, il faut qu'on affirme notre solidarité et puis qu'on dise oui, bienvenue, et de mener après le combat pour un monde où on ne sera pas obligé de fuir des guerres, on ne sera pas obligé de fuir la misère et tout ça. On voyagera tranquillement comme on en a envie. Mais la première urgence, c'est d'accueillir ces personnes qui fuient les guerres, la misère, les dictatures, et de refuser les discours à la con qu'on commence à nous balancer, qu'on nous balance. Soit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, sauf que ceux qui disent ça sont ceux qui répandent la misère dans le monde entier. Soit l'autre discours qui est on va faire le tri entre les vrais réfugiés et les faux réfugiés, des gens qui risquent leur vie pour traverser les frontières, ils ont tous une bonne raison de le faire, quoi. Il n'y en a pas qui le font, contrairement à ce que dit l'extrême droite, ils y vont juste pour faire du tourisme ou pour avoir des soins dentaires, quoi. Ça, c'est n'importe quoi. On risque sa vie, on risque parfois aussi la vie de sa famille quand on passe avec les gamins, parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'on voit pas d'autre alternative pour simplement continuer à vivre.